BFM Business présente la grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On va faire un petit pas de côté, mais en fait pas vraiment, vous allez voir, on sera rattrapé aussi par l'actualité, la chute des bourses. Mon invité, c'est l'ancienne ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Bonsoir Muriel Pénicaud. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être là, ravi de vous retrouver après tous nos échanges, lorsque vous étiez, évidemment, ministre du Travail, mais il faut quand même rappeler que vous avez été aussi une des fondatrices de Business France. Là, quand on regarde un peu ce qui se passe, vous vous dites, oula, on est très très loin de Versailles, de Davos, on est complètement dans un autre monde là, non? Vous n'êtes pas un peu terrifié par ce qui se passe? On est, je pense, tous un peu effarés par la conduite à 200 km/h. Parfois, on se demande si c'est dans le bon sens de l'autoroute. Oui. Mais je pense que toutes les fondations qu'on a fait en France, en Europe, elles vont être utiles pour la résilience dans quelque chose qui s'annonce quand même. Vous pensez, lorsque vous demandez Business France, c'était de faire venir des investisseurs, notamment et l'export, des Américains, les faire venir sur le territoire français. On s'en souvient avec Elon Musk, tout ça. Maintenant, on se demande un peu qu'est-ce qui va en rester. Je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs dans le monde qui vont hésiter à investir aux États-Unis et qui peuvent cibler l'Europe. Il faut le jouer comme ça. Ouais. C'est pas facile, c'est pas facile et c'est pas garanti, mais il y a toujours une opportunité dans un problème. Vous croyez dans le patriotisme économique qu'a appelé notamment Éric Lombard, le Premier ministre, Emmanuel Macron surtout, vous y croyez? Je pense que quand on a une espèce d'excès de patriotisme en face, il faut quand même considérer aussi qu'on peut être fier comme Français et comme Européens. Donc après, on fait le patriotisme français et européen. L'équilibre des deux, ça se discute. Mais je pense que c'est pas un appel moral. Il faut que ça soit un appel qui ait une portée économique. Et aujourd'hui, il est clair qu'une riposte est nécessaire. Et la riposte, pas simplement de la France. Parce que la France, si on y va un par un, on n'y arrivera jamais. Mais au niveau européen, oui, il faut quand même considérer que même si c'est une pré-négociation, justement, il faut arriver avec des billes. Vous publiez une bande dessinée, bizarrement, mais en même temps, c'est vrai que vous nous avez démontré d'autres talents depuis que vous avez quitté le ministère du Travail et le CDE. Vous êtes photographe, vous faites des expositions de photographie. Et là, vous publiez une bande dessinée qui s'appelle « Travailler demain », le futur du travail vu par 13 personnalités. Et vous faites ça avec Mathieu Charrier et Nicobi qui dessinent aux éditions du Glénat. Donc je peux le montrer, mais on le voit. On le voit pour ceux qui nous regardent à la télévision. On verra même ensuite les dessins parce que c'est très amusant. On voit Christine Lagarde qui est croquée, très joliment croquée, avec des gens toutes fines. L'idée, donc, c'est quoi l'idée d'avoir fait ça en bande dessinée? C'est pour parce qu'en fait, il y a du fond en plus. Chacun, vous avez Aurélie Jean, Thierry Marx, Jasmine Manet, Isabelle Rome. Vous avez aussi Benoît Bazin, Martinez, Benoît Bazin, voilà, Marie-Lise Léon, Moussa Camara, enfin des profils très différents. Ouais, et en même temps, ils disent des choses, mais vous leur faites dire via une BD. Alors, pourquoi une BD? En fait, moi, je fais beaucoup de conférences sur le futur du travail, en France et États-Unis, Inde, Espagne, Grèce, etc. Et donc, l'idée d'un essai était un peu évidente. Je me suis dit, mais qui, le vendredi soir, va acheter un essai sur le futur du travail pour son week-end? Moi-même, je ne suis pas sûre de le faire. Donc, je trouve qu'on a manqué et on manque d'un grand débat, d'un débat de société. Sur le travail. Je me suis dit, le moyen idéal, c'est la BD, c'est le roman graphique. Bon, j'adore la BD, par ailleurs. Et je pense que c'est un moyen aujourd'hui. On a la chance, dans l'édition française et francophone, d'avoir un genre littéraire, la BD à la franco-belge, qui est assez unique au monde. Et avec de plus en plus de gens. On est vraiment, c'est là. Alors là, on est numéro 1 sur la bande dessinée. On est numéro 1, sans aucun doute. Et donc, les romans graphiques, c'est-à-dire des romans qui ne sont pas des romans, en fait, où il y a du sérieux, mais en même temps de la légèreté, de l'humour, du dessin, c'est un genre qui se développe beaucoup parce que beaucoup de gens ont envie d'apprendre des choses, mais ils ne vont pas forcément se payer un pavé de 400 pages. Donc, je suis allée voir les éditions Glénat, qui ont été enthousiastes, et puis on a monté ce projet ensemble avec Mathieu Charrier, qui est journaliste, Nicobi, qui est un dessinateur, en plus, qui a beaucoup d'humour,
Il est à la fois réaliste et il croque très bien. C'est de la caricature bienveillante, je dirais, et beaucoup d'humour. Et on a voulu faire une vraie BD. C'est-à-dire, c'est pas très interview à la suite, c'est vraiment, il y a une histoire, il y a une lycéenne qui s'appelle Soraya, qui va tous les rencontrer dans des conditions rocambolesques que permet la BD. On va rentrer dans l'état, mais juste j'ai envie de dire, pour parler du travail de demain, comment on va travailler demain, comment l'intelligence artificielle va entraîner justement, je sais pas, des pertes d'emploi ou pas, changer les métiers, sur comment motiver les jeunes. Il y a un truc en ce moment, je sais pas si vous suivez, qui s'appelle le conclave, non? Enfin, qui s'appelait le conclave, c'est plus très bien si c'est toujours à l'ordre du jour. Enfin, en tous les cas, les partenaires sociaux, certains partenaires sociaux, jouent le jeu pour essayer de définir un peu tout ça, redéfinir l'assurance chômage, redéfinir la gouvernance. Vous regardez ça de très loin peut-être, mais à mon avis pas si loin que ça. Qu'est-ce qui va en sortir à votre avis? Alors, je ne sais pas ce qui va en sortir. Non, mais vous, comment vous voyez les choses? Moi, parce que, vous avez été DRH chez Danone, enfin bref. Oui, c'est un sujet que vous maîtrisez, on va dire. Oui. Je pense que c'est très important de dézoomer un peu, ça c'est la photographe qui parle, et pour traiter du sujet du conclave, des retraites, mais aussi les sujets d'assurance chômage, dans l'actualité, en 2025, il est très important qu'on ait un peu de profondeur de choses, c'est-à-dire qu'on voit les grandes transformations à l'œuvre. Parce que l'intelligence artificielle, la transition écologique, le basculement démographique nord-sud et le changement de tout à chacun du rapport au travail vont modeler tout ça. Donc on ne peut pas faire des réformes, quelles qu'elles soient, sans prendre en compte cette transformation. Mais je pense que ça va amener à revoir la manière dont on aborde un certain nombre de sujets. Donc pour l'instant, évidemment, ce n'est pas un moment facile pour les partenaires sociaux et pour le gouvernement, mais au-delà de l'instant T, je pense qu'il va falloir prendre en compte ces sujets-là pour parler travail, mais travail de demain. Travailler autrement, comme vous dites, ou travailler demain. Oui. Justement, ce qui se passe là, puisqu'on discute de la réforme des retraites, la difficulté de financer, voire de faire une once de capitalisation. Ce qui se passe là aujourd'hui, lundi noir en Asie, lundi rouge en Europe, lundi orange à Wall Street, est-ce que c'est pas en train de tuer dans l'œuf toute tentative d'installer un peu la capitalisation en France pour le privé? Alors, ça, je suis pas sûre, ça dépend comment on la pense. Dans Christine Lagarde, dans la BD, elle montre très bien les effets démographiques. Il faut savoir qu'en France, par exemple, en 2030, c'est demain matin quand même, le temps de faire quelque chose, il y a 20% des actifs en France qui auront plus de 55 ans. Et au niveau des jeunes, on n'aura plus que 640 000 jeunes qui vont sortir sur le marché du travail. Aujourd'hui, c'est 760 000 et on vient de 950 000. Donc en gros, beaucoup moins de jeunes, beaucoup plus d'actifs et de retraités plus âgés. Donc, en gros, le système par répartition qui était formidable après-guerre, quand il y avait 4 actifs pour un salarié. Mais regardez. Mais la capitalisation, on n'est pas obligé non plus de faire des fonds privés spéculatifs. On peut aussi les confier à des organismes mutualistes, à la Caisse des dépôts. La capitalisation, ça veut dire quoi? Bon. Enfin, en tout cas, capitalisation, ça veut dire que je cotise pour moi et non pas je demande aux générations des actions, suivantes. J'ai des fonds. Souvent, c'est qu'on achète des actions. Oui, mais ça peut être si on regarde les fonds de capitalisation tels qu'ils existent aux États-Unis, fonds de capitalisation dans les entreprises, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, mais ça dépend comment ils sont construits. C'est pas forcément des actions. On peut avoir des systèmes qui rapporteront moins, mais seront mieux protégés. Mais pourquoi c'est indispensable? Parce que la capitalisation, ça veut dire je suis salarié, je cotise pour ma retraite. Aujourd'hui, on dit les générations suivantes payer pour ma retraite. Et ça ne va pas marcher avec le... Donc vous êtes pour et vous pensez... Je suis pour, mais je suis contre le faire de façon assez sauvage et très fragile par rapport au marché. Je pense qu'il faut le faire de façon régulée et gérer par qui, à votre avis? Gérer par qui? C'est soit les partenaires sociaux ou la Caisse des dépôts, à mon avis, ou un mélange des deux. Pourquoi pas? Qui peuvent... Ok, ça ne sera pas les meilleurs rendements du monde, mais ça sera solide, robuste. Ils l'ont montré dans d'autres domaines, que ce soit la Caisse des dépôts, que ce soit les organismes mutualistes. Ils savent gérer dans la durée un certain risque. Et je pense que quand même, ça sera beaucoup plus équitable d'un point de vue intergénérationnel et puis soutenable, parce qu'on va pas y arriver. Sinon, si on continue, on va demander à chaque salarié de payer l'intégralité de la retraite d'un retraité. Ça ne peut pas marcher. Oui, ça c'est sûr, il faut trouver des solutions. Justement, ce système social... Certains disent, notamment le MEDEF, le patronat, qu'en fait, ça pèse beaucoup trop lourd sur le travail. Et qu'aujourd'hui, on voit bien que les entreprises françaises, les espèces de boulets qu'elles traînent un peu indéfiniment. Est-ce que vous êtes pour l'instauration de la TVA sociale? Alors,
ce qui est certain, c'est que ça... Ce qui a fait peur sa majorité. Patronat et syndicats disent, à juste titre, qu'on a 48% de charges sociales sur le salaire. C'est pas possible. D'ailleurs, dans un moment de la BD, Thierry Marx et Marie-Lise Léon et Philippe Martinez en parlent. D'ailleurs, ils convergent sur ce sujet. Très bien croqué, Marie-Lise Léon. Les femmes sont très bien croquées. Je le dirai à Nicobi. Voilà, exactement. Vous le direz à Nicobi, oui. Disent à juste titre que on peut. Voilà, on ne va pas pouvoir avancer dans cette direction si on n'abaisse pas les charges pour que le salariat devienne possible. Parce que sinon, tout le monde veut devenir auto-entrepreneur. C'est bien pour la liberté et l'autonomie, mais c'est aussi une liberté en trompe-l'œil, parce que c'est les plateformes qui décident de tout. Et puis à la fin, les auto-entrepreneurs, ils ont très peu de retraite, d'assurance chômage, ils ont peu de protection. Mais pour ça, à 48% de charge, si vous voulez, c'est imbattable. C'est imbattable. Donc, oui. Donc, je pense qu'il faut avancer. Alors après, il y en a qui parlent de TVA sociale, d'autres qui parlent de l'impôt, l'IS. Et vous dites quoi, Muriel Pénicaud? Moi, je dis que c'est aux partenaires sociaux, vraiment, d'abord d'en discuter le gouvernement. Ce qui vous paraît supportable. Après, vous serez suivi ou pas, mais s'il fallait vous engager, moi, je pense que de toute façon, c'est de l'ordre de l'impôt et non pas... On ne peut pas faire porter toute la protection sociale sur les seuls salaires. Ça pénalise et l'entreprise et le salarié. Ça, c'est sûr. Après, c'est probablement un mix pour que ça ne soit pas trop massif. Je sais pas, on va voir ce qui sort des discussions. Mais je pense que c'est déjà courageux d'aborder la discussion. Encore une question là-dessus. Est-ce qu'il faut, justement, selon l'opinion, le gouvernement, le Premier ministre réfléchirait à de nouvelles réformes, donc réformes sur la retraite. Il faut abroger 64 ans ou ça serait de la folie? Alors, pareil, sur l'aspect démographique, je reviens à la BD. En France, il y a tout dans votre BD, donc c'est pour ça que je vous pose cette question. Non, mais parce que nous, on ne s'intéresse pas à l'actualité française chaude dans cette BD, on s'intéresse à la France, à l'Europe et au monde, comment le travail va se transformer dans les 10 ans. Donc on est sur vraiment comment, ensemble, dès maintenant, on peut dessiner la suite. Donc excusez-moi de dire, mais le sujet de l'âge pivot en France, il est très important, mais ce n'est pas du sujet de la construction du futur comme la BD. Le sujet, c'est que si on aborde les retraites... Alors moi, je ne suis pas d'accord. Mais... Parce que 64 ans, quand les gens vous disent tous, défilent dans la rue en disant « on ne veut pas travailler jusqu'à 64 ans », ça montre quoi? Ça montre qu'il y a un problème avec le travail, la relation qu'ont les Français avec le travail. Par contre, on en parle beaucoup dans la BD. Ben oui, justement, vous en parlez beaucoup. On parle beaucoup, notamment des jeunes. Et notamment des jeunes, le rapport au travail. Ça, maintenant, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que le travail n'est plus forcément premier dans la vie. Il est un ex-aequo ou deuxième par rapport à la vie personnelle. Mais ça, ce n'est pas lié à la France, c'est dans tous les pays. Et la crise Covid et le confinement a accéléré ce sentiment de pourquoi je vais travailler, quel sens ça a. Et du coup, je remets en cause un certain nombre de choses. Donc ça, on est dans un monde qui a changé là-dessus. Mais je pense que la retraite, ce n'est pas simplement un âge pivot. D'ailleurs, on parle de pénibilité, on parle des carrières hachées des femmes. Marie-Lise Léon, Isabelle Rome, on parle de ces sujets-là parce qu'ils sont structurants aussi pour la suite. Beaucoup de gens aspirent, et on voit une des héroïnes fictives, parce que les héroïnes fictives croisent les vrais personnages, on s'est beaucoup amusé. Oui, ça monte, ça descend, ça bouge. Voilà, ça bouge, c'est vivant. Oui. Et donc, puis avec la DRH de la fameuse entreprise Pépa Malin que tout le monde connaît, qui fabrique des parapluies, bien sûr. Elle prend sa retraite à la fin. C'est le début de l'histoire. Et c'est le début de l'histoire, et c'est la fin pour elle. Et elle a un trou d'air parce qu'elle voulait partir, puis en même temps, l'identité sociale, le sentiment d'utilité, les liens sociaux, tout s'effondre, et elle va trouver une autre solution. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi le... Donc, si on traduit sur quelle réforme faut-il, ça donne quoi, Muriel Pénicaud? Dans beaucoup de pays, la retraite, c'est quelque chose qui est progressif, c'est pas un âge pivot. Tout le monde, à la même heure, en même temps. Il y a un choix, il y a un arbitrage entre l'argent et le temps, et qui prend en compte la pénibilité, les carrières hachées. Voilà, il y a plein de pays qui ont fait ça. Donc, si on pouvait regarder une fois... Ce qui se passe ailleurs, le benchmark, mais bon, voilà, parce que sur ce sujet-là, il y a des sujets où on est très bon. Pour la BD, ok, on est les meilleurs. Pour les systèmes sociaux, notamment les retraites, on est franchement plutôt en retard. J'en profite pour dire que je parlerai beaucoup de la bande dessinée demain, parce que je reçois Vincent Montagne, qui est le président du syndicat de l'édition, de tous les livres, parce qu'il y a le salon justement du livre qui s'ouvre et qui est retour au Grand Palais. Vous serez là. Je serai vendredi au salon du livre pour dédicacer pour une conférence.
qu'est-ce que vous dit... Il faut refaire, pardon, il y a encore une dernière question là-dessus, mais parce il y a un peu tout dans votre BD. L'assurance chômage, la réforme là, qui n'a pas abouti, mais que souhaitait Gabriel Attal lorsqu'il était Premier ministre. Et en fait, elle allait trop loin, enfin c'est ce que disaient certains, elle était trop dure dans la réduction des indemnisations. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut reprendre une réforme d'assurance chômage ou pas? Je pense que le problème, c'est qu'il y en a eu 3-4 en 7 ans. Un peu. Donc je pense que la plupart des gens sont un peu perdus pour savoir où on en est, qui que quoi, quels sont les droits, etc. Je pense aussi qu'on doit aller plus loin sur la confiance aux partenaires sociaux sur l'assurance chômage. Je pense que c'est un sujet. Il faut un cadrage, évidemment, notamment financier. Mais est-ce qu'il faut resserrer? Est-ce que c'est encore trop généreux? Là, le problème, c'est que là, on avait dit, ce qui était une bonne idée, un mot barbare, la contracyclicité, ce que font tous les pays nordiques. C'est-à-dire, en gros, les règles sont plus dures quand il y a plein d'emplois, et quand il y a plus de chômage, les règles sont moins dures. Ce qui est assez logique en même temps. Voilà. Ça, si on le met en œuvre, je crains que le chômage remonte. Donc, ça va être difficile de durcir. Alors, si on regarde un tout petit peu rapidement, on brosse le portrait. La galerie de portraits. La galerie de portraits de vos personnalités. Christine Lagarde, elle dit, c'est intéressant parce que ça rejoint un peu ce qu'elle fait, elle est présidente de la Commission de la Banque Centrale Européenne. Le futur du travail rime avec incertitude. Oui. Alors, tous les personnages, on les a interviewés, ce sont leurs vrais propos et ils ont validé. C'est juste pour dire qu'on mélange la fiction et de la réalité, mais là, on est très, très, très proche de la réalité. Oui, c'est l'incertitude, parce que entre le fait qu'on sait que l'intelligence artificielle va impacter 50 à 80% des emplois, création, destruction et surtout transformation, que la transition écologique qui est malmenée dans la géopolitique internationale, mais quand même est une tendance de fond lourde, parce que de toute façon, les ressources naturelles s'épuisent. Et donc, beaucoup d'entreprises ont engagé leur transformation. Les aspects de démographie, on en a parlé. Et puis, le changement du rapport au travail, on a commencé à en parler, on n'a plus le même rapport. Donc, tout ça mis ensemble dans la même cocotte minute, ça crée quand même beaucoup d'incertitudes. Mais incertitude, ça ne veut pas dire qu'on ignore tout. Mais ça veut dire qu'il faut se mettre dès maintenant sur les bouts qu'on connaît pour dessiner la suite, et notamment en termes d'intelligence artificielle dont elle parle, dont Aurélie Jean parle, dont beaucoup parlent. Dans la BD, c'est très important de donner, je dirais, une formation, comme pour la transition écologique, une formation de base à tout le monde pour comprendre qu'il faut sourcer, qu'il faut mais les pas se faire compétences, avoir. J'entends ça, moi, depuis toujours. Là, je veux dire, Là, si je voulais résumer d'un mot la conclusion de qu'est-ce qu'il faut faire après ce livre, ça serait compétence, compétence, compétence. Il faut savoir regardez, ça veut dire on est le 25e pays, la dégringolée. Formation, apprentissage, et puis on voit bien. Oui, mais pourquoi Alors, 2 mots là-dessus, parce que ça, c'est une de mes sources d'inquiétude. On a assez de problèmes internationaux sans se tirer une balle dans le pied nous-mêmes. Et quand on sait qu'aujourd'hui, il y a simplement 6,5% du PIB pour l'éducation, 13,5% pour les retraites, on est le seul pays au monde qui a ce décalage-là. On est 25e pour les niveaux des élèves, PISA, mais aussi sur les compétences des actifs. Donc ça a dégringolé. Et les compétences professionnelles, dit toujours l'OCDE, maintenant sont valables en moyenne 2 ans. Tellement les mutations sont rapides et sont d'une ampleur qu'on n'a jamais vue. Il y en a une, je ne sais plus qui dit, c'est Christine Lagarde qui dit que de toute manière, le 90% ou 80% des métiers... 65% des métiers, ça c'est Aurélie Jean qui cite le web. Aurélie Jean, absolument. Et 65% des métiers que feront les jeunes n'existent pas aujourd'hui. Donc c'est à la fois des formidables opportunités, mais là, ça ne va plus être formé. C'est apprendre, travailler tout le temps. Il faut qu'on invente les modèles qui permettent d'apprendre tout le temps, tout en travaillant. Et c'est pour ça que j'étais pas contente il y a quelques mois quand on abîme la qualité de l'apprentissage en baissant même pour les CAP cuisiniers et même pour les aides-soignantes les financements. Quand on a restreint l'accès populaire. On n'a plus d'argent, vous savez, Muriel Pénicaud, c'est que vous avez gaspillé beaucoup d'argent lorsque vous étiez ministre. Ça va nous coûter très très cher. Parce que ne pas investir dans l'éducation et la formation, c'est pas investir dans l'avenir. La réforme de l'apprentissage a coûté très très cher. Non, alors là, je suis complètement en désaccord. Elle a coûté cher, pourquoi ? Parce qu'il y a des jeunes qui, du coup, ne sont plus à la mission locale, du coup, ne sont pas forcément à l'université, mais qui ont un métier, parce que l'apprentissage, il développe un métier. Et j'ai eu des débats sans fin avec Bercy et avec la Cour des comptes, qui disaient « Ah oui, mais ce n'est pas la même enveloppe, nous on regarde enveloppe par enveloppe ». Évidemment, il y a 3 fois plus de jeunes, près d'1 million de jeunes, qui ont la chance maintenant
d'avoir un avenir grâce à l'apprentissage. Donc forcément, ça coûte plus cher. Mais aux bornes de la nation, un apprenti coûte moins cher qu'un étudiant, un lycéen et toute autre forme de formation. Ça, visiblement, le message n'est pas passé. Là, par contre, il y a des apprentis qui se promènent dans la BD. Mais il y a des apprentis qui se promènent, mais il y a surtout il y a Thierry Marx qui dit quand même cette phrase. Moi, il ne se passe pas. Alors, il fait un métier difficile, la restauration, l'hôtellerie-restauration. Il ne se passe pas un jour sans qu'un jeune me dise non, viens pas travailler parce que on m'a mal parlé, on m'a mal parlé, il fait beau. Enfin, voilà. Donc, il y a un rapport au travail. Encore une fois, on le dit souvent, mais c'est vrai qu'il insiste beaucoup là-dessus. Mais comment est-ce que vous réglez ça? Alors ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est un thème qui va traverser presque tous les personnages. Tout à fait. Parce que Moussa Camara en parle, Jasmine Manet, Marie-Lise Léon, de nouveau, Philippe Martinez, Benoît Bazin, et donc ils en parlent. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que si c'est un emploi qui n'a pas de sens, je ne sais pas à quoi ça sert, je ne suis pas utile, je ne suis pas fière de ce que je fais, j'ai un boss qui est autoritaire, hiérarchique, top-down, là, c'est mort, comme diraient les jeunes. Là, ça ne marche pas. Par contre, les jeunes, ils s'engagent sur des projets. Ils ne s'engagent pas forcément sur une institution, ils s'engagent sur des projets. Il y a des jeunes passionnés par ce qu'ils font qui, eux, se donnent. Donc, disons qu'ils sont plus exigeants. N'oublions pas qu'ils vont être beaucoup moins nombreux. Donc, c'est eux qui vont décider. Donc, il faut, à un moment donné, il faut répondre à ces aspirations et œuvrer à la suite ensemble avec eux. Et puis, vous faites aussi un petit peu d'historique. Vous revenez sur cette fameuse loi Chapelier, je me suis beaucoup 1789. Oui, on sent que vous faites pas mal de... Ça vous a amusé, ça, de revenir, de faire un peu d'histoire, de revenir d'abord, sur les bancs de l'école. Je dois remercier Yves Striou, qui a été directeur général du travail, qui sort une 400 pages d'histoire du droit social en France, qui est un monument vivant. Oui, non, mais du coup, moi, je l'ai interviewé et on en a fait 8 pages de BD. Et puis, avec Mathieu et Nicobi, on l'a scénarisé, ce qui fait que, évidemment, loi Chapelier et De Gaulle partent directement à Soraya, qui est notre jeune lycéenne fictive, mais bien réelle dans l'histoire, qui a une personnalité, qui challenge aussi tout le monde. Donc on s'est amusé, mais on voulait aussi faire prendre conscience que, en fait, beaucoup de droits, les droits humains, les droits sociaux, le droit syndical, les femmes dans le travail, tout ça, c'est quand même très récent. Et puis l'égalité femmes-hommes aussi, qu'on retrouve, un point important qu'on retrouve forcément dans votre BD. Bon, j'ai pas changé, je changerai jamais là-dessus. Donc évidemment, il y a 7 femmes et 6 hommes. C'est la proportion qui correspond à la population. Isabelle Rome fait un lien très intéressant sur les violences faites aux femmes et le manque d'égalité, mais je crois que tous les personnages en parlent, ils l'incarnent, ils en parlent, et je pense que c'est un des leviers de construction du travail de demain. À lire, Travailler demain, le futur du travail vu par 13 personnalités, un peu classique comme titre, mais à l'intérieur ne l'est absolument pas. Merci Muriel Pénicaud d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à mes questions. Et donc c'est publié aux éditions du Glénat. Tout de suite, vous retrouvez les experts, Guillaume Paul. Nous, on se retrouve ensuite, bien sûr. La grande interview sur BFM Business.